Madame la ministre, mes chers collègues, notre réunion revêt une dimension toute particulière, compte tenu de l'actualité parlementaire et économique. Chère Véronique Louwagie, je vous remercie très sincèrement de venir échanger au Sénat avec notre délégation, structure unique du Parlement dédiée aux thématiques des entreprises. Je rappelle que vous êtes ministre délégué chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, le décret relatif à vos attributions précise que les entreprises de taille intermédiaire sont évidemment incluses dans votre portefeuille. Votre vision vise à définir les actions et à promouvoir les mesures propres à créer sur le territoire national un environnement favorable à la création et au développement des entreprises. On attend de vous une politique en faveur de la création, certes, mais aussi et surtout de la transmission et la reprise d'entreprises et de la simplification de la vie des entreprises. Ce dernier thème, celui de la simplification, est particulièrement présent dans votre agenda puisque l'Assemblée nationale examine en séance cette semaine, j'ai pu suivre jusqu'à, c'était quoi, minuit hier soir, notamment la discussion générale, puis la discussion du premier article, enfin du premier amendement, ça vaut son petit pesant de cacahuètes, le projet de loi de la simplification de la vie économique déjà adopté au Sénat, ça fait bientôt 1 an. Vous le savez, nous avons largement échangé sur le sujet. Le Sénat est très attaché à l'article 27 de ce texte, que la commission spéciale de l'Assemblée nationale a malheureusement supprimé donc en commission. Cet article relatif au test PME, test générique qui pourrait s'appeler en réalité test entreprise, constituait certainement la mesure la plus importante pour les entreprises, parce qu'on ne peut plus se satisfaire d'un cumul de mesures circonscrites et ciblées sur certaines procédures ou certains secteurs a posteriori. La simplification, c'est un changement de logiciel, une nouvelle façon de penser la norme, un nouveau paradigme pour que les entreprises ne subissent plus les décisions prises sans aucune évaluation préalable de leur impact sur l'économie. Ce test rend responsable le législateur et tous les producteurs de normes vis-à-vis de nos entreprises et de notre économie. Vous l'avez dit hier devant nos collègues députés, notre pays est corseté, il faut le libérer. Votre détermination à faire adopter l'amendement réintroduisant le test que j'appellerai dorénavant entreprise ne fait visiblement aucun doute. Et j'ai vu votre amendement pour le réintroduire. N'oubliez pas les ETI et les grandes entreprises, elles ne sont pas citées dans votre amendement. On parle des micros, des TPE, des PME, mais pas des ETI et des grandes entreprises. Je pense qu'il faut parler de l'ensemble des entreprises. En outre, notre délégation a adopté de nombreux rapports sur les thèmes au cœur de la vie des entreprises. Parmi les recommandations figurent toujours des mesures de simplification, que ce soit en matière de formation, de foncier économique ou de transmission de l'entreprise. Nous aimerions savoir, Madame la Ministre, quelles seront les mesures de simplification que vous proposerez au-delà du projet de loi actuellement en discussion. Vous pourrez également nous dire un mot de la franchise en base de TVA, des retards de paiement ou encore de la facturation électronique. Sur ce dernier point, les représentants des entreprises nous ont alertés pour nous dire que le coût de la procédure, qui doit désormais passer sur des plateformes payantes, était encore inconnu. Les petites entreprises sont particulièrement inquiètes car elles anticipent une charge de même ampleur que celle des frais de carte bancaire. L'actualité économique sur fond de guerre commerciale et de multiplication des défaillances d'entreprises allant au-delà du simple rattrapage post-Covid nous oblige à réfléchir collectivement aux mesures que nous devons prendre pour soutenir nos entreprises. Notre responsabilité est immense et nous ne pourrons en aucun cas reproduire le même schéma que celui qui a guidé les arbitrages de la loi de finances pour 2025, en faisant peser lourdement sur les entreprises l'irresponsabilité en matière de dette et de maintien d'une dépense publique trop lourde. La seule façon de lutter contre la récession, c'est d'aider nos entreprises à créer de la valeur, car ce sont elles qui financent nos services publics et les emplois en France. Comment le gouvernement appréhende-t-il les priorités pour soutenir nos entreprises? Quelles sont les pistes envisagées pour envoyer un signal positif au monde économique? Madame la Ministre, je vous laisse la parole pour un propos liminaire d'une vingtaine de minutes environ, et après je laisserai mes collègues poser des questions. Madame la Ministre, chère Véronique, nous vous écoutons. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Olivier, Mesdames et Messieurs les sénateurs, membres de la délégation sénatoriale aux entreprises. Juste vous dire que
Ce qui existe ici au Sénat au travers de cette délégation donne des idées à certains députés actuellement, puisque le sujet revient à l'Assemblée nationale où nous n'avons pas, il n'existe pas à l'Assemblée nationale une structure de même nature. C'est un honneur en tout cas de me retrouver ici devant vous pour aborder, je dirais, un sujet que nous partageons, qui est l'importance de nos entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité. Et nous savons que nos entreprises, ce sont elles qui participent à la vitalité, à la croissance de notre pays et aux emplois. Mon action s'établit au travers à la fois des enjeux structurels pour effectivement accompagner les entreprises dans le temps, et également en prenant en compte tous les aspects conjoncturels que vous avez évoqués, Monsieur le Président, notamment au travers l'actualité de ces derniers jours avec une augmentation annoncée relativement importante des tarifs douaniers, même si au-delà des déclarations, il y a quelquefois quelques reculades. Je vais partager, je dirais, ce moment en vous présentant mon action que j'ai déclinée en feuille de route avec 3 axes: simplifier, accompagner, protéger. Et d'ailleurs, je précise que ce que je vais présenter ici, qui concerne le commerce, l'artisanat, les PME, j'ai établi une déclinaison de même nature en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, parce que je crois que nous devons organiser une transversalité beaucoup plus importante entre l'économie conventionnelle et l'économie sociale et solidaire. En ce qui concerne la simplification, ça va répondre finalement à un des points que vous avez évoqués. Je vais décliner une actualité sur le projet de loi simplification et également mon plan d'action en dehors de ce projet de loi simplification. Sur l'accompagnement, je ferai un focus sur 3 axes qui concernent la transmission et reprise d'entreprises. Également un axe sur la prévention des défaillances et la détection des signaux au niveau des entreprises. Et le 3e axe sur l'accompagnement à l'innovation et au développement des entreprises. En ce qui concerne la protection, je vous ferai un petit point sur l'actualité en matière de l'accompagnement de nos entreprises compte tenu de l'augmentation des droits de douane annoncée. Également un point sur les délais de paiement, et ça répondra à une question que vous avez évoquée. En ce qui concerne la simplification, ce projet de loi simplification de la vie économique qui effectivement a été présenté en Conseil des ministres il y a bientôt 1 an. L'examen s'est déroulé avant l'été au Sénat, adopté en octobre. Il devait normalement, dans un premier temps, être examiné à l'Assemblée nationale en septembre 2024, mais la dissolution de l'Assemblée nationale n'a pas permis ceci. Ensuite, il devait être examiné en décembre, mais la censure du gouvernement le 4 décembre n'a pas permis. Et donc, nous nous retrouvons en examen maintenant. Je mesure que ce projet de loi est très attendu par le monde économique. L'examen a débuté hier soir à l'Assemblée nationale et l'examen des amendements a débuté sur l'article 1 qui comporte 400 amendements sur l'article 1 qui, je vous le rappelle, concerne la suppression des commissions, un certain nombre d'acteurs. Juste redire et saluer que ce projet de loi simplification de la vie économique a été bâti sur un rapport sénatorial de 2023, puisque ce projet de loi avait été bâti sur une très large consultation qui avait été conduite par le gouvernement à travers le ministre Bruno Le Maire, et s'était appuyé notamment sur le rapport sur la sobriété normative dont les auteurs étaient Gilbert Luc de Vimaz, Jean-Pierre Moga et Olivier Rittmann. Dans ce projet de loi simplification de la vie économique, nous avons des axes qui concernent finalement toutes les entreprises. Je pense à tout ce qui concerne la simplification de la commande publique, puisque la commande publique, c'est 200 milliards d'euros. Voilà, c'est un secteur important et nous savons qu'aujourd'hui, un certain nombre de PME n'y accèdent pas facilement. Donc l'objet, au travers de ce projet de loi simplification de la vie économique, c'est de simplifier, de permettre un accès plus simple des entreprises à la commande publique, et cela s'effectue notamment avec une proposition qui est de recourir à la plateforme Place de manière obligatoire pour tout l'État et toute la sphère de l'État, notamment les organismes de sécurité sociale, un certain nombre d'opérateurs, et de prévoir également de manière facultative la généralisation pour les collectivités territoriales grâce aux ajouts
du Sénat. Nous proposerons également en sus de relever un certain nombre de seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence, jusqu'à 100 000 € pour tout ce qui concerne les marchés publics de travaux, de l'inscrire de manière législative, puisque aujourd'hui cela existe, mais de manière réglementaire. Donc c'est ce qui sera proposé. Et également de relever le seuil pour tout ce qui concerne les marchés innovants à 143 000, en prévoyant notamment une part réservée aux plus petites entreprises, les jeunes entreprises innovantes. Voilà, donc en fait, au travers cette simplification concernant la commande publique, il y a des axes qui sont réservés aux artisans et également aux start-up innovantes. Ce projet de loi simplification de la vie économique contient des éléments aussi importants en ce qui concerne la dépénalisation des sanctions, puisque nous avons aujourd'hui des peines d'emprisonnement pour des manquements mineurs qui sont quelquefois disproportionnés par rapport à la nature des faits. Cela concerne par exemple tout ce qui porte sur le registre des bénéficiaires effectifs, également la CSRD, sachant qu'un certain nombre d'éléments ont déjà été ici repris lors de l'examen du PJL d'ADU, avec un certain nombre de dispositions également sur le droit à la consommation. Nous avons dans ce projet de loi simplification de la vie économique également des éléments pour les toutes petites entreprises, notamment en ce qui concerne le domaine bancaire, le domaine des assurances et le domaine de l'énergie, en calquant finalement un certain nombre de dispositifs qui existent pour les particuliers avec des modalités de résiliation assez simples des contrats. Et l'idée, c'est de calquer ces dispositifs qui existent et qui sont faciles pour les particuliers aux très petites entreprises. Il y a des points qui concernent également les baux commerciaux, donc à destination des commerçants en matière de loyers, pour notamment permettre une mensualisation des loyers plutôt qu'une trimestrialisation, des éléments qui consistent à limiter les dépôts de garantie à 3 mois, sachant que ça c'est une manne importante en termes de trésorerie au niveau des commerçants, puisque c'est 2 milliards d'euros de trésorerie d'amélioration au niveau des commerçants. Quelques points également sur toutes les autorisations d'exploitation commerciale avec des modalités de simplification concernant ces règles et ces procédures qui quelquefois sont assez lourdes. Nous avons le test PME que vous avez souligné, Monsieur le Président, sur lequel nous avons pu échanger ces derniers jours. Un test, et je salue tous les travaux qui ont été conduits par le Sénat sur ce test qui existe, et vous le savez, dans d'autres pays, test qui a produit ses effets, dont chacun salue en tout cas les atouts. Et il est vrai que j'ai regretté en tout cas qu'en commission spéciale, les députés aient supprimé cet article 27 pour des raisons diverses, sachant qu'un certain nombre étaient plutôt favorables à l'existence même du test PME, mais cette suppression s'est plutôt faite sur une contradiction qui apparaissait pour un certain nombre de membres de la commission spéciale, avec une volonté de supprimer un certain nombre de commissions. On le voit sur l'article 1, puisque je vous indiquais qu'il y avait 400 amendements sur l'article 1. Et donc une volonté de ne pas créer une nouvelle instance. Moi, devant les membres de la commission spéciale, j'ai indiqué plusieurs éléments. Le premier, c'est que j'étais très attachée à ce qu'il y ait une mise en place d'un test, je dirais, en entreprise, pour reprendre votre terminologie, Monsieur le Président. Ça me paraissait très important, et je mesure l'attente très importante du monde économique. Le deuxième point que j'ai souligné, c'était que je souhaitais que ce test PME s'introduise par une disposition législative, puisque nous pourrions envisager que ce test PME soit créé uniquement de manière réglementaire. C'est tout à fait possible. Il y a d'ailleurs eu déjà des tentatives préalablement au travers des circulaires en 2011 et 2013, mais nous voyons que ce test PME, en tout cas, n'a pas suivi. Et le fait de l'inscrire de manière législative, c'est véritablement de l'inscrire en dur et de faire en sorte qu'il suive
survivent au-delà de nous-mêmes ou des différents gouvernements. Le troisième point que j'ai souligné auprès des membres de la commission spéciale, c'était que s'il y a constitution d'une entité, le seul moyen que des parlementaires soient membres d'une commission ou d'une entité, c'est justement d'inscrire dans la loi l'existence d'une commission ou d'un organe. Voilà, au demeurant, les membres de la commission spéciale ont fait le choix de supprimer cet article 27 et en commission spéciale, je me suis engagée, en accord avec le rapporteur Stéphane Travert, à retravailler pour la séance un dispositif. C'est ce que nous avons fait en travaillant donc avec le rapporteur, également avec les référents des groupes parlementaires du socle commun. Et donc nous avons réécrit un amendement qui est porté aujourd'hui par le gouvernement, par le rapporteur et par les 4 groupes parlementaires du socle commun qui dit cet amendement, on va dire 4 points essentiels. 1. Le test PME, en tout cas, il est inscrit comme tel dans l'amendement, mais il y a aussi des sous-amendements ou d'autres amendements pour le décliner en test entreprise. Mais la terminologie, ça n'est pas ce qui est le plus important. Quand il ne restera plus que ça, ça sera assez facile. 1, que ce test soit inscrit dans la loi. 2, qu'il concerne les projets de loi. 3, également les arrêtés et les décrets. Et 4, que ces modalités soient déterminées par décret. Voilà ce qui est prévu dans cet article 27. Et au regard des différentes interventions des orateurs et des groupes hier à l'Assemblée nationale, je pense que nous pourrons trouver des points d'accroche. Oui, il faut toujours être optimiste et en tout cas, je ferai tout pour convaincre les députés. Et je crois qu'il y a déjà eu un certain nombre d'interventions du monde économique, d'ailleurs, qui s'est un petit peu ému de ce qui s'est passé en commission. Donc tout ceci, vous le savez, participe également après à ce que chacun se fasse une opinion ou modifie un petit peu ses manières de voir. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade sur le projet de loi simplification de la vie économique. À côté, moi, je me suis décliné un plan d'action, parce que la simplification ne peut pas s'arrêter, je dirais, au projet de loi simplification de la vie économique. Et je me suis appuyée notamment sur le plan d'action qui avait été présenté par Bruno Le Maire au printemps 2024, qui comportait 50 mesures sur 12 chantiers. Donc, certaines mesures ont été reprises dans le projet de loi simplification de la vie économique, mais d'autres sont sur des axes réglementaires, des axes opérationnels. J'ai retenu 15 mesures sur ces 50, parce qu'on ne peut pas avancer de la même manière sur tous. Quand j'aurai avancé un petit peu sur ces 15, j'en prendrai 15 autres. Dans ces mesures, je me suis engagée à supprimer au moins 200 CERFA pour la fin de l'année 2025, 250 j'espère, sachant qu'au niveau, sur les 1800 CERFA que nous avons, il y en a 500, un peu plus de 500, 535 exactement, qui concernent le ministère de l'économie et des finances, dont 107 sur la direction générale des entreprises. Voilà, je me suis également engagée à intervenir par décret sur un certain nombre d'autres points. C'est ce qui a été fait, par exemple, encore là, pour faciliter l'accès des PME à la commande publique, mais de manière réglementaire, en prévoyant notamment de rehausser la part réservée aux PME dans un certain nombre de marchés publics globaux de 10 à 20%, et en réduisant la retenue de garantie de 5 à 3%, donc qui est une mesure de trésorerie. Donc ça, c'est un décret qui a été pris il y a quelques semaines. Un autre axe, par exemple, je ne vais pas tout détailler, mais pour vous donner quelques points, qui portent sur l'accélération des délais de traitement des crédits d'impôt. Nous avons des délais de traitement qui sont assez importants, qui peuvent atteindre 12, voire 18 mois. Donc là, il y a eu un protocole qui a été signé entre le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Économie et des Finances concernant les modalités, les délais d'examen du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt innovation et du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche collaborative, où nous avons pris l'engagement de traiter ces dossiers
en 6 mois maximum, 100% des dossiers qui seront traités en 6 mois maximum au 31 décembre 2026 et 31 décembre 2025, un objectif des 2 tiers. Voilà sur la partie simplification. Le deuxième axe de ma feuille de route, c'est l'accompagnement. Accompagner, je dirais, les entreprises tout au long de leur vie, à leurs différents stades, création, développement et également transmission, avec donc 3 axes, comme je l'ai indiqué. Le premier étant la transmission et la reprise d'entreprise. Nous savons que nous avons devant nous, sur les 10 ans qui viennent, un enjeu important avec un nombre compris entre 500 000 et 700 000 entreprises qui seront à transmettre en raison notamment de l'âge des chefs d'entreprise. Également, il peut y avoir d'autres raisons, bien entendu. Nous savons qu'aujourd'hui, une entreprise sur 2 n'est pas reprise. Une entreprise sur 2, c'est beaucoup. Alors certaines ne sont pas forcément reprenables, mais en tout cas, on a un vrai enjeu avec derrière des transmissions de savoir-faire, derrière des emplois, derrière des enjeux fiscaux également, et des enjeux de souveraineté, parce qu'on a aussi dans ces entreprises des tailles très diverses, et un certain nombre peuvent avoir un certain niveau. Et pour les maintenir dans le giron français, il est important aussi que nous ayons des dispositifs qui facilitent la transmission. Je conduirai des travaux sur le sujet. J'ai déjà eu quelques rapports qui m'ont été remis, notamment par tout ce qui concerne les chambres consulaires. La Chambre de commerce et d'industrie a établi un livre blanc sur la transmission et la reprise. Excusez-moi, Madame la Ministre, je vous invite à consulter le rapport. Oui. De la délégation aux entreprises, qui avait été commis par Michel Canevet, ici présent, Rémi Cardon et moi-même, sur la transmission d'entreprise, et qui est net de droit, vous pouvez y aller. Oui, et j'allais en faire état, voilà, un certain nombre de travaux, dont évidemment ceux ici de la délégation. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de travaux et qu'il s'agit de les mettre en adéquation les uns et les autres, et en tout cas, je m'appuierai et j'aurai besoin de vous parce que c'est important pour nourrir et appuyer, je dirais, tous les travaux. Voilà, sachant que le Conseil national du commerce a remis des travaux, m'a remis également un rapport il y a quelque temps, et je vais engager ceci, et je serai très heureuse de pouvoir participer avec vous et que vous puissiez participer avec moi à ces travaux. Deuxième axe sur, je dirais, l'accompagnement des entreprises. On a tout ce qui concerne la prévention des défaillances et la détection des signaux faibles, sachant que l'année 2024 a connu une forte reprise des défaillances, voilà, dont une partie s'explique par un retard qui pouvait exister ou par un décalage dans le temps par rapport aux autres années. Des chiffres ont été publiés hier sur le niveau de défaillance du premier trimestre 2025 avec une augmentation de 4,4% sur un an des procédures collectives, mais quelques signaux positifs, parce qu'il faut toujours faire une part des choses, des signaux plutôt positifs dans le bâtiment par rapport à 2024. Au demeurant, il y a des pistes d'amélioration sur tout ce qui concerne la prise en compte de la défaillance des entreprises, et un rapport de la Cour des comptes d'ailleurs de septembre 2024 avait souligné un manque de coordination entre les services de l'État pour avoir une plus grande approche, notamment en partant des territoires avec une approche locale de prise en compte. Je veux souligner ici le rôle des médiateurs des entreprises et médiateurs du crédit, ainsi que le rôle de la Banque de France, et les deux médiateurs des entreprises et du crédit doivent me rendre prochainement des résultats dans un rapport qui s'intitule « Mieux connaître les dispositifs existants de détection précoce et de soutien aux entreprises ». Et donc je m'appuierai sur ces travaux. Je pense que nous avons à travailler sur cet aspect, notamment dans une situation un petit peu délicate au regard de l'actualité internationale, où des entreprises vont pouvoir être confrontées, je dirais, à un certain nombre de répercussions avec des impacts. En matière d'accompagnement, il nous faut également
accompagner les entreprises à l'innovation et au développement. Je pense à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, où un grand nombre d'entreprises, un grand nombre de Français d'ailleurs, de citoyens, ont pris en compte que l'intelligence artificielle, c'était un élément dont on allait devoir s'accaparer, qui va avoir des impacts sur la manière de développer son entreprise, mais je pense que certaines ne savent pas encore comment s'approprier cet outil. Et là, il y a un vrai accompagnement, sachant que nous avons, avec ma collègue Clara Chapaz, ouvert des travaux au niveau du Conseil national du commerce sur l'intelligence artificielle, et la Chambre de commerce et d'industrie s'est engagée à travailler et à déployer des dispositifs, en tout cas à faire connaître tout ce qui concerne l'intelligence artificielle auprès de 20 000 entreprises sur les territoires. Également, un point que je veux souligner en matière d'aide au développement des entreprises, un programme Étincelle qui existe au niveau de la Direction générale des entreprises, qui a déjà produit ses effets, avec un objectif de soutenir des PME et des ETI vers la croissance pour lever un certain nombre de freins administratifs. Et c'est un programme qui permet aux entreprises de bénéficier d'un accompagnement individuel pour les accompagner à l'exportation dans leur développement, et qui déjà a produit ses effets auprès de 200 entreprises. Le troisième, dans ma feuille de route, le troisième point, c'est protéger les entreprises, et nous avons, je dirais, par rapport à l'actualité que sont l'augmentation des tarifs douaniers, une protection importante par rapport à tous les risques qui vont exister. Nous avons réuni hier, autour d'Éric Lombard, un certain nombre d'acteurs du monde économique. Marc Ferracci a reçu il y a quelques jours dans le cadre du Conseil national de l'industrie les industriels. Je recevrai moi-même dans quelques jours les fédérations qui sont membres du Conseil national du commerce, pour que nous puissions, je dirais, échanger avec les entreprises par rapport à ces augmentations de droits de douane. À chaque fois, ce qui ressort quand on discute avec les entreprises, c'est évidemment une inquiétude, beaucoup d'interrogations, et également une approche qui est appréciée du fait que la réponse doit être donnée au niveau européen. Et les entreprises apprécient en tout cas que cette réponse soit effectuée d'une seule voix au niveau européen. Ça paraît quelque chose de très fort. Ça donne une unité importante, une force collective. Deuxième point qui ressort également de ces échanges, qui est apprécié du monde économique, c'est qu'il est important que la réponse soit proportionnée et qu'on ne rentre pas dans une escalade, ce qui est la volonté du gouvernement de ne pas du tout, je dirais, aller dans l'escalade et de continuer à discuter pour essayer qu'il y ait le moins d'impact possible. Pour autant, c'est d'avoir une réponse ferme quand même au niveau européen, tout en protégeant les intérêts de nos entreprises. Juste dire que aujourd'hui, nous avons 28 000 entreprises qui sont concernées, qui seraient les plus affectées, directement impactées par les mesures en matière de tarifs, d'augmentation des tarifs douaniers. Et sur ces 28 000 entreprises, 40% de ces entreprises ont un chiffre d'affaires à l'exportation qui dépasse 50%. Voilà, hein, donc 28 000 entreprises qui sont affectées, et 40% d'entre elles ont un chiffre d'affaires à l'exportation qui dépasse 50% aux États-Unis. Donc ce sont des entreprises très, très vite impactées. En fait, on a 4 catégories d'entreprises qui sont impactées avec des situations en fait très diverses. C'est la raison pour laquelle il faut prendre en compte, je dirais, et avoir un échange fort avec l'ensemble des fédérations et des acteurs. On a en premier lieu les entreprises qui exportent directement, qui effectivement sont impactées, concernées. Ensuite, on a les entreprises qui n'exportent pas, mais qui sont dans la chaîne de valeur de l'exportation, ou les entreprises qui ont des filiales aux États-Unis.
aussi qui pourraient être concernés par les impacts de droits de douane qui seraient émis à destination aussi des États-Unis. Les troisième catégorie, on a toutes les sous-traitants au niveau, je dirais, des entreprises. Et puis, la quatrième catégorie, on a ces entreprises qui sont dans le domaine du commerce, qui sont préoccupées, à juste titre, par des flux qui pourraient émaner d'autres continents, qui sont, et on pense à tout ce qui concerne l'Asie, qui ont déjà des surproductions et qui, ne pouvant pas écouler, je dirais, leur flux vers les États-Unis, pourraient écouler ces flux vers l'Europe, avec donc un grand nombre de produits qui pourraient arriver, sachant qu'on a déjà des difficultés compte tenu de l'évolution de l'impact du commerce numérique par rapport au commerce physique, où on avait déjà un grand nombre d'impacts. Et puis derrière, on a toutes ces entreprises qui sont concernées par des stocks en transit, qui ont déjà fait des contrats avec les États-Unis, des contrats qui étaient signés, mais sans ces tarifs douaniers. Voilà. En fait, on a une diversité de situations, et avec des entreprises qui, en fonction des secteurs d'activité, ne sont pas concernées de la même manière. Voilà, concernant ces impacts au niveau des tarifs douaniers. Dans la protection, j'ai également tout ce qui concerne les délais de paiement, qui est un sujet sur lequel nous nous sommes entretenus, Monsieur le Président, et je sais votre attention sur ce sujet. Avec une réglementation qui existe, mais aujourd'hui, force est de constater que les retards de paiement, nous avons un chiffre pour l'année passée, qui porte sur 15 milliards d'euros de trésorerie bloqués pour nos entreprises, et les entreprises les plus directement concernées sont celles en bout de la chaîne, et qui sont les TPE et les PME. Il nous faut travailler sur le sujet. Il y a un certain nombre de contrôles qui sont effectués régulièrement par la DGCCRF chaque année, avec des sanctions qui sont émises. Mais force est de constater qu'on peut s'interroger aujourd'hui, compte tenu du montant de ce retard de paiement, 15 milliards d'euros, ça n'est pas rien, de savoir si le niveau des sanctions est à la hauteur de ce que l'on peut attendre, puisque les sanctions sont plafonnées aujourd'hui à 2 millions d'euros en cas de récidive au double. Et une réflexion existe sur ces modifications de sanctions qui ne peuvent s'effectuer que de manière législative, parce que j'ai regardé cet aspect. Voilà, et la question est ouverte de savoir s'il ne faut pas aller vers une situation d'amende proportionnelle au chiffre d'affaires, en tout cas avoir des sanctions plus dissuasives pour apporter une réponse à ces situations. Et j'ajoute que dans tout ce qui concerne les retards de paiement, il est important que l'État et les acteurs publics soient exemplaires dans ce domaine, parce que c'est toujours difficile d'aller évoquer des sanctions à mettre en place au niveau des entreprises quand l'État et les acteurs publics ne sont pas exemplaires. Voilà pour terminer sur mes axes, que sont les miens: simplifier, accompagner et protéger. Alors, je n'ai pas forcément répondu à toutes les questions que vous avez évoquées. On le fera après, où j'aurai l'occasion d'y revenir. Très bien, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre. Effectivement, il reste encore quelques points, mais mes collègues poseront des questions, et s'il faut y revenir à la fin sur un ou deux points, on le fera. Sans tarder, je donne immédiatement la parole à Michel Canevet, qui doit nous quitter dans quelques minutes, donc qu'il puisse poser sa question avant de partir et en avoir la réponse. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci de ces explications de ce panorama effectivement assez large. Vous avez évoqué dans votre propos le maintien à 100 000 euros du seuil des marchés publics, mais nous restons encore dans une situation de surtransposition à cet égard, puisque le seuil européen est à 200 000 euros. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas jusqu'au seuil européen, de façon à éviter, là aussi, comme la délégation aux entreprises le demande sur un grand nombre de sujets, qu'il y ait une situation de surtransposition par rapport aux normes européennes. Et puis, hier, en commission des finances au Sénat, nous avons examiné les conclusions de la mission Flash à laquelle j'ai participé.
concernant la question de la franchise de TVA. Effectivement, les conclusions de la mission flash menée par la Commission des finances du Sénat sont que le seuil de 25 000 € n'apparaît ni attendu ni opportun par l'ensemble des acteurs économiques. Alors vous avez pris la disposition de surseoir à la mise en œuvre de cette réforme. Qu'en est-il pour la suite? Est-ce que vous avez d'ores et déjà des perspectives à cet égard? Et puis, troisième et dernier point sur les questions de simplification, c'est vrai qu'il reste beaucoup, sera fait sans doute dans le cadre des propositions que vous venez d'évoquer, mais il reste encore beaucoup à faire. Et donc, on souhaite effectivement travailler très activement avec vous à cet égard pour essayer de lever tous les obstacles. On voit bien qu'à chaque fois qu'il est nécessaire de mener une politique dans notre pays, il faut des lois d'exception qui permettent de lever l'ensemble des barrières. Pourquoi est-ce que pour le développement économique, on n'aurait pas une loi d'exception aussi qui permettrait vraiment d'engager les projets puisque lors du dernier déplacement de la délégation à Boulogne, nous avons encore eu plusieurs chefs d'entreprise à nous dire les entreprises préfèrent aller s'implanter de l'autre côté de la frontière parce que chez nous, c'est 10 ans pour pouvoir mener un projet économique et à côté, c'est 1 an. Et donc tout cela pénalise le développement économique de notre pays. Merci de votre attention. Madame la ministre. Merci. 3 sujets que vous avez abordés en ce qui concerne la commande publique. Alors, vous évoquez une surtransposition. Je ne le verrai pas trop comme ça. Effectivement, il y a des seuils européens et il y a des seuils français. Il faut trouver un équilibre avec une égalité aussi, je dirais, des citoyens à pouvoir accéder à la commande publique. Et c'est vrai que le fait d'avoir une démarche avec une publication, une communication donne un accès, je dirais, avec de la transparence également, dans la mesure où il s'agit d'utilisation de fonds publics, d'une démarche publique. Donc l'idée, au travers des seuils qui sont conduits, et d'ailleurs le Conseil d'État se prononce régulièrement sur ces sujets, c'est d'avoir un équilibre entre, je dirais, cette transparence, cette égalité des citoyens pour accéder à la commande publique et aussi une certaine fluidité, une certaine liberté, une certaine l'attitude qui est donnée, notamment je pense aux collectivités, enfin, en tout cas aux acteurs. Voilà. Donc ces seuils, c'est l'équilibre entre ces deux aspects. Voilà. Au demeurant, oui, l'idée c'est quand même de relever ces seuils, parce que quand je parlais de 100 000 € pour tout ce qui concerne les marchés de travaux, c'était initialement des seuils de 40 000. Hein, donc c'est quand même une augmentation et ça va répondre quand même à un certain nombre de marchés. Ça, c'est sur la commande publique. Sur la franchise de TVA. Sur la franchise de TVA, vous connaissez le sujet, une adoption, je dirais, du projet de loi de finances qui ne s'est pas fait dans des conditions, je dirais, habituelles de discussion. Et ceci a généré, quand chacun a découvert, à travers notamment le monde économique, cette disposition de l'émoi, ce qui a conduit le gouvernement à surseoir dans un premier temps jusqu'au 1er mars. Sur le mois de février, j'ai donc, à la demande d'Éric Lombard, conduit un certain nombre de consultations, des consultations très en nombre important, hein, c'est quasiment 50 fédérations. Il est apparu, à travers ces consultations, plusieurs points. Un, c'est que le régime des micro-entrepreneurs est un régime qui est plutôt plébiscité, même s'il suscite peut-être un certain nombre de réflexions. Étant précisé ici que le seuil de franchise de TVA n'est pas un point direct avec la situation des micro-entrepreneurs, parce que je rappelle qu'au niveau du seuil de franchise de TVA, 2/3 d'entreprises qui bénéficient de ce dispositif de franchise de TVA sont des micro-entrepreneurs, mais 1/3 sont des entreprises qui sont soumises à un autre régime fiscal. Voilà, parce qu'on fait souvent un lien entre les deux, mais ce n'est pas tout à fait ça. Enfin, en tout cas, premier point, c'est que le régime des micro-entrepreneurs est plutôt un régime plébiscité. 2, c'est qu'il n'est pas apparu de consensus sur les consultations que j'ai conduites. Il apparaît en fait trois catégories. Une catégorie qui serait plutôt
intéressés par un seuil de 25 000 euros. Une deuxième catégorie qui voudrait rester plutôt au dispositif antérieur. Et puis il y a une troisième catégorie avec des situations très diverses, un seuil qui peut évoluer entre 25 000 et 85 000, des applications qui seraient un petit peu lissées dans le temps, qui seraient progressives, etc. C'est ce qui a conduit le gouvernement à reporter donc jusqu'au 1er juin la mesure, étant entendu que l'idée était de profiter de ce temps pour avoir une réflexion. Entre-temps, le Sénat, à travers la Commission des finances, suite à la pétition, a conduit des travaux, et donc j'étais en lien avec le rapporteur sur ce sujet. J'ai pris connaissance hier des travaux qui ont été présentés à la commission des finances. Je m'en suis d'ailleurs ouvert ce matin avec Éric Lombard, et nous allons, je dirais, examiner avec attention ce qui a été conduit, ce qui a été fait et présenté par la commission des finances. Il apparaît en tout cas une volonté que ce débat puisse avoir lieu de manière différente de celui qui a été conduit précédemment, et qu'effectivement le meilleur moyen d'organiser ce débat, enfin la meilleure période, c'est probablement l'examen d'un texte financier dans le cadre d'un projet de loi de finances. Voilà. Donc voilà le constat. Je vais regarder en détail les travaux du Sénat, puisque c'était hier, donc il faut qu'on prenne ça avec attention, et nous reviendrons rapidement vers l'ensemble des parlementaires et des entreprises, parce que la date du 1er juin approche. Et les entreprises ont envie de savoir, on aura l'occasion de s'exprimer rapidement au niveau du gouvernement sur ce sujet, parce que les entreprises doivent savoir. Sur le troisième point, la simplification, je suis d'accord avec vous que le projet, on ne peut pas s'arrêter, d'ailleurs je l'ai dit, au projet de loi simplification. J'ai d'ailleurs engagé un tour de France de la simplification, et je suis à votre disposition d'ailleurs pour venir dans vos départements visiter les entreprises. L'idée dans ce tour de France de la simplification, c'est de donner la parole aux entreprises à chaque fois que je peux rencontrer, et de me nourrir finalement de cas concrets. Parce que en matière de simplification, et je le dis quelquefois aux chefs d'entreprise, il faut aussi qu'on sorte des incantations. Il faut simplifier, voilà, il faut diminuer les normes, voilà, parce que derrière, quand on veut simplifier, on s'aperçoit que c'est complexe, parce qu'il ne s'agit pas non plus de déréglementer. Il faut toujours trouver le juste équilibre. Et moi, je crois que c'est en partant de cas précis, concrets, qu'on peut arriver, je dirais, à avancer sur ce sujet. Voilà. Sachant que un grand nombre de fois, dans ce qui me revient, des échanges que je peux avoir avec les entreprises dans le cadre de ce Tour de France de la simplification, c'est sur les démarches au niveau social qui apparaît très lourde pour un grand nombre d'entreprises. Et là, dans le projet de loi simplification de la vie économique, il avait été retenu de ne pas aborder tout ce qui concernait les démarches au niveau social et les formalismes en matière sociale, mais il nous faut avancer sur le sujet. Et j'ajoute juste pour terminer sur ce point qu'en matière sociale, j'ai dans les 15 points donc, que je signalais il y a quelques instants dans le plan d'action que j'ai retenu, un point qui me paraît relativement important, qui concerne les déclarations d'arrêt maladie des entreprises et les déclarations chômage. Ce sont 26 millions de déclarations et 13 millions de déclarations annuelles que font les entreprises, qui sont assez lourdes à remplir, parce qu'il faut faire état des rémunérations des 12 derniers mois des salariés, alors que ces données existent, je dirais, dans la sphère de l'État, mais aujourd'hui avec des systèmes de données informatiques qui ne sont pas du tout équivalents, voilà, qui ne sont pas en adéquation. Et derrière aussi, on a toute la question de la RGPD à prendre en compte. Mais en tout cas, ce sont des chantiers voilà, qui, là, peuvent apporter une réponse pratique, importante aux entreprises. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que nous avancions. Merci, merci Madame la Ministre. Un mot peut-être sur la franchise en base de TVA. On parle des micro-entreprises. Alors, c'est sûr que ça n'aurait jamais dû être fait comme ça a été fait au moment du vote du projet de loi de finances, avec un amendement rapide dans l'ajustement un dimanche après-midi. Enfin, il n'y a pas pire
comme décision à prendre, la manière de le faire pour se mettre tout le monde à dos. Pour le reste, n'oublions pas que la micro-entreprise n'est pas une entreprise qui permet derrière à la fois d'en vivre entre guillemets décemment, mais surtout qui ne génère pas forcément de richesse pour l'État, et que l'objectif c'était pas de créer des entreprises pérennes, mais c'est soit sur une période transitoire, soit sur une activité d'appoint. Et même par rapport à ceux qui utilisent le statut, n'oublions pas qu'avec ce statut, dans la durée, on crée de la précarité sociale. Très peu de cotisations à l'assurance maladie, très peu de cotisations à la retraite, et que circuler pour mieux sauter. Et que moi je pense sincèrement qu'on a aussi un problème de concurrence déloyale, notamment dans le bâtiment. Comment expliquer à des artisans dans le bâtiment qui sont obligés d'appliquer un taux de TVA à 20% pour certains travaux, 5,5% pour d'autres, et qu'on a des micro-entreprises qui, elles, ne l'appliquent pas. Donc je pense qu'il faut rapidement prendre une décision à ramener un taux, alors qu'il y a 25 000 un montant de franchise à 25 000, pourquoi pas. Pour le reste, je pense que l'objectif, c'est d'expliquer qu'on ne reste pas indéfiniment, sauf pour une activité d'appoint où je pense qu'un seuil à 25 000, c'est très bien. Parce que quand vous êtes déjà à 25 000 en activité d'appoint d'une autre activité, à plus de 2 000 € par mois, c'est pas si mal. Et puis le troisième, c'est qu'on ne reste pas vitam aeternam dans un statut qui crée de la précarité sociale et qui crée de la concurrence déloyale par rapport aux autres. Et que je pense qu'à un moment, il faudra se poser la question de la limitation dans le temps, de la possibilité de rester en micro-entreprise avec une impossibilité d'y retourner. Parce que c'est vrai que s'il suffit d'arriver au bout, si on dit 3 ans et puis qu'au bout de 3 ans, on donne la possibilité d'y retourner, c'est comme si on avait mis un coup d'épée dans l'eau. Et puis se poser la question sincèrement de se dire, à un moment, on pose une limite, je ne sais pas, 3 ans en micro-entreprise, ça permet de tester un principe d'entreprise, un fonctionnement, et après on choisit un autre statut où on fait autre chose. Mais on ne peut pas continuer sur une situation, entre guillemets, passez-moi l'expression, bâtarde, qui fait qu'on n'est ni une entreprise individuelle, ni une entreprise société, et qui crée de la concurrence. Et puis, dernier point, si le principe du seuil de 25 000 avait été appliqué tel qu'il avait été voulu, alors la manière dont ça a été fait, on ne peut que la contester, mais c'est quand même 800 millions de rentrées fiscales en moins pour l'État. Donc, il y a un moment, il faudra y réfléchir quand même. Merci. Je vais donner, on va faire 2 questions à la fois, si vous le permettez. J'ai Christian Klinger qui voulait poser une question, mais qui doit partir, et Anne-Sophie Romani. Merci. Et après, ça sera Guillaume Gontard et Sylvie Valente-Lehir. Je serai assez rapide, mais c'est vrai que pour revenir un peu rapidement sur la TVA, sur les micro-entreprises, et pas que les auto-entrepreneurs d'ailleurs, je crois qu'il faut effectivement réfléchir de manière assez posée, reposée dans le cadre d'un PLF, et pas de manière un peu rapide comme ça, dans des conditions où le PLF 2025 a été élaboré avec les difficultés qu'on connaît. Je voulais simplement vous questionner peut-être sur le report possible de la facturation électronique. J'ai travaillé avant dans un cabinet d'expertise, puis dans une société, enfin une cave coopérative viticole, où en fait on procédait déjà à la facturation électronique lorsqu'on vendait, lorsqu'on avait des relations avec la grande distribution. C'est tellement facile, c'est tellement simple, c'est tellement rationnel que je ne comprends pas ce report. Alors, je ne connais pas le profil des membres de cette commission spéciale, mais si on est un peu un homme ou une femme du chiffre, on a travaillé un peu dans l'entreprise, ça nous paraît tellement évident, tellement simple, tellement rationnel, que j'ai des difficultés à comprendre les motifs de ce report. Il n'y a pas de problème technique. On intègre ça dans la comptabilité. Ça améliore les délais de paiement, vous en parliez tout à l'heure. Donc moi, j'y vois que du positif. Pourquoi, de nouveau, reculer d'une année dès qu'il y a quelque chose qui change, on a l'impression que tout s'écroule. Alors que là, il n'y a que des effets bénéfiques. J'en trouve aucun négatif. Donc, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Juste une précision quand même sur le sujet, parce que pour rajouter, enfin pour compléter, c'est que en plus c'est un moyen efficace de lutte contre la fraude. Ça ferait, enfin, préciser pourquoi tu poses la question aussi, cher Christian, c'est que l'Assemblée nationale, dans le cadre de la loi, le projet de loi de simplification, demande à nouveau un report par amendement de la facturation électronique, alors que tout le monde est prêt. À un détail près,
Madame la ministre, je l'avais dit dans mes propos liminaires, c'est qu'aujourd'hui, et ça nous a encore été confirmé hier, parce que rappelons qu'à l'origine, c'est un système qui devait être mis en place par l'administration, et puis qu'on s'est rendu compte à l'automne dernier, juste avant le vote du PLF, que l'administration n'était pas prête, donc on a décidé de basculer ça sur les entreprises, enfin des cabinets, peu importe, mais c'est que les entreprises aujourd'hui ne connaissent pas le coût. Personne n'est à même de leur communiquer le coût de cette facturation électronique. Et la crainte, c'est que la quantité faisant baisser le prix, c'est que les très petites et petites entreprises vont avoir des factures beaucoup plus élevées que les grandes ou très grandes. Et il y a une vraie interrogation sur le sujet. Donc je pense qu'aujourd'hui, il suffirait d'apporter deux réponses. La première sur la franchise de TVA, puisqu'elle fera partie de la facturation électronique, donc il faut qu'une décision soit prise pour pouvoir l'appliquer. Et la deuxième, c'est combien ça va coûter aux entreprises. Puis derrière, je partage totalement la pensée de notre collègue Christian Klegger. Derrière, si on répond à ces deux questions, il faut y aller, quoi. J'avais dit deux questions. Anne-Sophie Romani ? Peut-être qu'il veut la réponse avant de partir. Avant que tu le fasses ? Bon, alors. Alors, deux points que vous avez abordés vous-même, Monsieur le Président, sur les micro-entreprises et la TVA. Juste vous dire, parce que vous évoquiez, Monsieur le Président, le seuil de 25 000, qui aujourd'hui est le seuil qui existe dans le PLF qui a été adopté, dans la loi de finances qui a été adoptée. Deux points qui sont ressortis, je dirais, des concertations que j'ai conduites. Un, sur le bâtiment, il y a un sujet voilà, qui est ressorti même au-delà des simples acteurs du bâtiment, en disant que, bon, en termes de niveau de concurrence loyal, il y avait un petit souci et que finalement un grand nombre se raccrochait à un seuil de 25 000 qui pouvait être accepté. Deux, c'est que ce seuil de 25 000 pour tout ce qui est service à la personne, service à domicile, est insuffisant pour une entreprise pour pouvoir en vivre, parce que ça fait un chiffre d'affaires de 2 000 € par mois, c'est compliqué, et que le seuil de 37 500 convenait bien. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, je dirais, se dirigeait un petit peu vers ces idées-là pour trouver une porte de sortie. Mais au demeurant, j'entends et je partage tout à fait que c'est un sujet qui mérite, je dirais, un débat dans des conditions normales. C'est la raison pour laquelle l'idée, c'est de pouvoir aborder ça dans le prochain PLF. Ensuite, pour réagir sur un point et pour avoir évoqué cette question avec Hervé Novelli, qui est, je dirais, le maître, le père de ce dispositif, et François Hurel, dans leur idée, et d'ailleurs je rencontre Hervé Novelli la semaine prochaine encore sur ce sujet, l'idée lorsque le statut du micro-entrepreneur, enfin auto-entrepreneur a été créé, ça n'était pas forcément de le limiter dans le temps, ça n'était pas leur idée, alors que dans mon esprit ou dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, ça pouvait être considéré comme une rampe de lancement. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on a une diversité d'entreprises avec des situations très diverses. Je rappelle que le chiffre d'affaires moyen des micro-entrepreneurs, c'est 13 000 €. Voilà. Et on en a qui sont à des situations, alors ça peut être même des jeunes qui sont étudiants et qui ont une petite activité de temps en temps, qui font des activités secondaires. Ça peut être quelquefois des salariés du domaine privé, du domaine public également, qui ont des activités secondaires. En fait, on a une diversité de situations. Mais au demeurant, cette question qui concerne la protection sociale également est une question en tout cas qui est beaucoup ressortie. Moi, je ne voulais pas l'ouvrir en même temps que le sujet du seuil de franchise de TVA parce que c'est un petit peu décorrélé. Hein. Je rappelle qu'on a quand même un tiers des entreprises qui sont sous ce seuil de franchise de TVA qui ne sont pas des micro-entreprises. Je rappelle également, c'est un chiffre important, que dans les entreprises qui sont sous le seuil de franchise de TVA, 24% font le choix d'être à la TVA, alors qu'elles pourraient être dans un dispositif de franchise de TVA, c'est-à-dire que les entreprises ont pris en compte qu'elles avaient un intérêt, pour des raisons diverses, être à la TVA. C'est quand même important, c'est un quart. Voilà. Mais en tout cas, il nous faut travailler sur ce dossier, et j'espère qu'on pourra l'aborder, je dirais, dans des conditions d'examen et de dialogue au moment du projet de loi de finances. Sur la facturation électronique, je rappelle que ce qui a été prévu, c'est qu'à partir de septembre 2026,
toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures et que les entreprises d'une certaine taille ont l'obligation d'émettre des factures. Et ensuite, pour les entreprises d'une taille moindre, c'est septembre 2027. C'est une disposition qui a été retenue dans le projet de loi de finances 2024. En décembre 2023, étant entendu qu'effectivement ce qui avait été évoqué, c'était une plateforme de l'État et qu'à l'automne 2024, l'État s'est dirigé plus vers des plateformes privées. En fait, sur la facturation électronique, alors la commission spéciale a effectivement adopté un amendement pour reculer le dispositif. Le gouvernement, enfin, en tout cas, il y aura des amendements pour revenir à la situation antérieure là en séance, et j'espère que ce sera adopté. Effectivement, il n'y a que des gains du côté des entreprises en matière de compétitivité, en matière de productivité, en matière de gains au niveau des entreprises. Ça ne peut être que bénéfique, quoi, hein. Ça réduit les coûts administratifs, ça va améliorer les délais de paiement. En fait, on s'aperçoit qu'on a deux catégories, je dirais, un petit peu de vision. Celles qui sont prêtes déjà, qui ont fait un certain nombre de démarches. Et puis on en a d'autres qui, vous le disiez, vous avez employé le mot, qui ont peur du changement. Et c'est un petit peu, je dirais, probablement les plus petites. En fait, il faut qu'on accompagne celles-là, quoi. Il faut qu'on pousse celles qui sont prêtes et les accompagner également. Mais celles-là, elles sont souvent accompagnées par des conseils tout autour d'elles qui peuvent être les chambres consulaires, les experts comptables, les avocats, enfin les cabinets de conseil qui sont prêts, et ce sont ces entreprises qui produisent beaucoup de richesses, donc il faut les accompagner. Et puis on a toutes les autres qui sont un peu plus éloignées, où il faut qu'on ait un accompagnement adapté. L'idée, en tout cas, c'est de revenir au délai qui est celui qui était prévu. Nous avons aujourd'hui 80 plateformes qui font l'objet d'un agrément pour pouvoir développer, je dirais, les dispositifs de facturation électronique. Plus le nombre de plateformes sera important, plus le coût, parce qu'il y aura une concurrence, pourra être faible. Donc il faut que nous travaillions également sur le coût, je partage, pour pouvoir donner des informations, travailler également avec les organismes financiers qui peuvent être aussi des relais ou des accompagnateurs quand il n'y a pas beaucoup de factures au niveau d'une entreprise. Ce sont des travaux qui seront abordés, et cette question reviendra de toute façon dans le PLF 2026, puisqu'il y a quelques dispositions techniques qui doivent faire l'objet de dispositions législatives et qui seront portées dans le PLF 2026. Donc ce qui va être dit là en séance au niveau du gouvernement, c'est d'inviter les députés à revenir à la situation antérieure et de réaborder cette question avec une déclinaison de coûts qui pourra être donnée pour assurer le monde des entreprises à l'automne 2025 pour préparer 2026. Mais en tout cas, on est dans la ligne qui était des délais initialement prévus. Merci Madame la Ministre. Sur la micro-entreprise et la TVA, il n'y a pas de souci sur la durée. À ce compte-là, on ajuste réellement les seuils qui permettent d'éviter de la concurrence et qui permettent derrière de ne pas créer de la précarité sociale et de retraite. Vous mettez un seuil suffisamment bas. Quand je vois des seuils à plus de 80 000, enfin, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Deux questions. Anne-Sophie Romani et Guillaume Gontard. Merci, Président. Juste pour préciser, Anne-Sophie Romani, qui a été l'auteur avec Marion Canales d'un rapport sur CSRD, et Guillaume Gontard, qui travaille en ce moment sur un rapport sur les contraintes et les coûts en matière d'assurance pour les entreprises et de l'énergie, notamment pour les entreprises énergie intensive, c'est comme ça qu'on dit. Merci pour cette introduction, puisque du coup, je voulais vous parler effectivement un tout petit peu de la CSRD, puisque je voulais revenir sur le test PME, le test entreprise, puisque à l'époque de la mission flash sur la CSRD, nous étions en pleine loi de simplification, et j'avais demandé à la ministre de l'époque, qui était Olivia Grégoire, de pouvoir faire un mini-test CSRD
sur les entreprises, qui a été fait. Il y a eu une douzaine d'entreprises qui étaient déjà sensibilisées à la CSRD, puisque c'était sur la base du volontariat, et on s'est vite rendu compte que ça posait quand même problème sur un certain nombre de data demandées, notamment pour le calcul du scope 3, où personne ne savait calculer son scope 3. Donc, simplement pour dire que ce test est important pour tester, pourquoi pas, nos fausses bonnes idées. Ce n'est pas forcément le cas de la CSRD, mais en tout cas, tester l'application concrète de volontés qui, à la base, sont louables, parce que je pense que tout le monde peut s'entendre sur le fait qu'on ne peut qu'adhérer à la volonté de la CSRD. C'est juste l'application demandée aux entreprises qui posait un certain nombre de problèmes. Donc je milite bien évidemment pour le test entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure des délais de retard de paiement et du stock de trésorerie sur les retards de paiement. Simplement pour vous informer que j'ai posé une question orale à mardi sur ma prime rénov et les certificats d'économie d'énergie, parce qu'on disait qu'il fallait que l'État soit aussi bon dans ses actions, et j'ai sensibilisé sur les délais d'instruction et les délais de paiement avec des artisans, des entreprises qui s'interrogent aujourd'hui sur la viabilité de leurs entreprises, tellement il y a des retards de paiement. Alors, elles ne sont pas majoritaires, hein, mais on a quand même, avec des modalités et des modes de fonctionnement qui changent tous les 2 mois sur ces dispositifs-là, pour nos entreprises, c'est un vrai souci, je voulais le souligner. Enfin, et mon propos principal fait référence à l'avenue de Laurent Saint-Martin, qui était dans la Marne à Épernay vendredi dernier pour rencontrer les représentants de la filière du champagne pour trouver des solutions concrètes à l'annonce de l'augmentation des droits de douane. Bon, alors on voit aujourd'hui qu'on est quand même dans un flou artistique trumpien, mais pour autant, il faut quand même faire attention et de pouvoir s'accorder à donner une priorité, et on l'a vu avec le ministre, pour faciliter la conquête de nouveaux marchés et développer les exportations dans l'Union européenne. On se rend compte aujourd'hui qu'il est plus difficile d'envoyer 6 bouteilles en Belgique qu'une palette aux États-Unis de champagne, je parle en tant que Marnaise. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut aussi qu'on puisse profiter de ce climat ô combien difficile pour se réveiller et de se dire qu'il faut que nous puissions simplifier aussi nos exports au sein de l'Union européenne. La filière champagne propose de créer un guichet unique des droits d'accise qui s'inspire du modèle de la TVA One Stop Shop, qui permet aux entreprises de déclarer et de payer de la TVA due dans plusieurs États membres via un portail unique dans leur pays d'origine, et sans remettre en cause les recettes fiscales des États, je le précise. Donc, comme il est demandé à la Commission européenne une feuille de route de simplification fiscale avant l'automne 2025, je milite pour que vous puissiez défendre cette priorité pour nos vignerons français de simplification. Donc, je vous remercie. Guillaume ? Et comme vous avez dit que vous étiez prête à faire le tour de France de la simplification, je peux aussi vous inviter à venir rencontrer les acteurs de la filière pour qu'ils puissent vous en parler de vive voix. Guillaume Gontard. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. C'est vrai que vous avez beaucoup parlé effectivement de simplification. C'est vrai que c'est un peu un terme à la mode, pourtant dans un monde qui est loin d'être simple et avec des enjeux à relever qui sont loin d'être simples. Et c'est vrai que moi je parlerais plutôt de lisibilité et de la question de lisibilité des politiques publiques qui sont mises en place. Et ça revient à ce que disait ma collègue juste avant. Je pense notamment aux entreprises du bâtiment. Il y a demain le congrès de la CAPEB, et c'est vrai que sur la question notamment des politiques de rénovation thermique, où on a des politiques du stop and go, un vrai problème de lisibilité dans les orientations qui sont données auprès des entreprises qui se sont réorganisées autour de la rénovation globale par exemple, et puis qui aujourd'hui se retrouvent avec des orientations politiques qui vont dans d'autres sens. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important en tout cas. Les délais de paiement
également qui sont une vraie problématique. Mais en tout cas, avoir de la lisibilité, alors je sais que ce n'est pas vous directement, mais en tout cas le lien que vous pouvez faire avec vos autres collègues, que ce soit la transition écologique ou que ce soit sur le logement, je pense que c'est important en tout cas qu'on ait cette vision sur au moins du moyen terme, et je pense que c'est ce que demandent les entreprises, de savoir où elles vont et comment elles vont s'organiser. Et puis vous avez parlé aussi d'accompagner et de protéger, et le président en parlait, on a une mission actuellement en cours sur la question de l'impact des coûts d'assurance, mais également de la question énergétique. Et du coup, j'aborderai la question énergétique. C'est vrai que vous n'avez pas parlé de cet aspect-là, qui est pourtant un impact très fort sur les petites, moyennes et les grosses entreprises, mais notamment aussi avec la fin de l'Arenh, donc au 31 décembre 2025, et donc qui va réellement changer la donne sur la question énergétique, notamment autour de l'électro-intensif, et donc plutôt sur des PME qui vont être touchées, sur lequel est-ce qu'il y a déjà un encadrement, en tout cas une orientation qui a été prise pour en tout cas les protéger et passer le cap, parce que même s'il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place, on sait que l'impact il va être fort, même si les plus petites entreprises de moins de 10 salariés ne seront pas touchées puisqu'elles seront dans le tarif réglementé, mais c'est vrai que pour celles qui sont au-dessus, je pense qu'il y aura en tout cas un dispositif à prévoir pour passer le cap en tout cas. Merci Guillaume. 2 points. Sur la question d'Anne-Sophie Romani, il y a un sujet qui est très important sur la capacité d'exportation, c'est la transmission d'entreprise. Il faut 21 ans aujourd'hui pour transformer une PME en ETI. On sait très bien que c'est les ETI qui ont une capacité exportatrice développée beaucoup plus forte. Et on va en avoir une quantité astronomique qui vont se transmettre dans les 10 ans qui viennent. Soit elles se transmettront, soit elles partiront. Et donc, il y a une importance capitale à travailler sur la transmission d'entreprise. Je le dis, j'en profite, chaque fois que je peux, sanctuarisons le pacte d'Utreil tel qu'il est aujourd'hui. Je ne demande pas ce qu'on aille plus loin, on ne va pas en demander plus royaliste que le roi, mais sanctuarisons le pacte d'Utreil tel qu'il est aujourd'hui. C'est un outil formidable. On a eu la journée des entreprises, on avait 230 chefs d'entreprise ici au Sénat fin mars. C'était fin mars, oui. 90% des interventions disaient sanctuariser le pacte d'Utreil, c'est d'une importance capitale. Et Guillaume, pour appuyer la question de Guillaume, je préside actuellement une commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises. Et quand on pose la question aux entreprises, la question de compétitivité, le premier point aujourd'hui qui est cité comme un frein à la compétitivité, c'est le coût de l'énergie. Ce n'était pas le cas avant 2022-2023. Aujourd'hui, c'est un vrai souci. Les États-Unis vendent à leurs entreprises une énergie 6 fois inférieure en coût à celle de la France, mais même par rapport à nos voisins, quand on regarde le coût de l'énergie espagnole, où là pour le coup on ne prendra pas l'exemple de l'Allemagne, mais qui a un paradigme complètement différent, mais c'est un coût aujourd'hui qui a explosé, qui est capital dans le cadre de notre compétitivité. On ne peut pas rester sur ce paradigme-là. On est en train d'alourdir la note d'une façon exponentielle pour nos entreprises. Je vous laisse répondre, Madame la Ministre. Alors, beaucoup de sujets à aborder sur tout ce qui concerne, je vais les prendre dans l'ordre, la CSRD. Vous avez conduit un certain nombre de travaux sur le sujet. Effectivement, si l'idée de la CSRD est comprise, peut-être vertueuse, derrière, c'est la mise en œuvre et le mode opérationnel qui a été décliné, qui s'est un petit peu, je dirais, entre guillemets, emballé, avec un nombre d'indicateurs relativement important. Et ce nombre d'indicateurs qu'on connaît aujourd'hui, il n'était que sur le dispositif général. Nous n'avions pas encore les dispositifs sectoriels qui venaient s'ajouter. C'est ce qui a créé quand même de l'émoi. Et c'est ce qui nous fait dire, enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas avoir des dispositifs équivalents pour les grandes structures, les groupes, voilà, et une PME, parce que les enjeux sont différents et il faut que nous ayons du discernement. Et je partage tout à fait l'intérêt, en tout cas, du test entreprise pour effectivement prendre en compte les ETI, les PME. Et attention, voilà. attention à l'application sur la chaîne de valeur.
Parce que Oui, même si ça ne tout à s'applique fait. pas aux Oui. PME, inévitablement, avec la chaîne de valeur qui est incluse dedans, ça va s'appliquer à nos PME. Ah Donc, oui. il faut être Après, il y a hyper vigilant l'effet sur le sujet. ruissellement, effectivement, qui est important. En tout cas, je partage, je dirais, vos remarques. Concernant les artisans et tout ce qui concerne la rénovation thermique et les enjeux, puisqu'ils sont... dès qu'on parle de rénovation énergétique des bâtiments, c'était un sujet. Nos artisans sont, je dirais, les premiers acteurs pour répondre. Et effectivement, à un moment donné, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais quand on parle de simplification, il faut aussi de la stabilité dans les dispositifs, parce que les entreprises ont besoin de se projeter, elles ont besoin d'engager de la formation. Je pense à tout ce qui concerne les labels, par exemple RGE, où les entreprises engagent leurs salariés également. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elles ont besoin de connaître, de savoir, et d'avoir des dispositifs dans le temps qui perdurent un petit peu. Et je ne peux qu'aller dans votre sens. Après, en matière de rénovation, c'est vrai qu'il y a eu des évolutions des techniques au niveau des bâtiments, des évolutions aussi des conditions d'octroi des aides financières entre rénovation globale, rénovation monogeste. Aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est de se diriger vers la rénovation globale, puisqu'on sait que c'est elle qui apporte des réponses à tous les enjeux de rénovation thermique, mais il reste derrière, et c'est difficile, à chaque fois, c'est le reste à charge qui constitue un frein. Mais en tout cas, j'entends et je partage ce que vous indiquez. Concernant le cas précis que vous évoquiez sur les droits d'assises, donc c'est un point qui m'avait été remonté lors de ma visite au Salon de l'Agriculture par des structures, je dirais, qui concernent tout l'aspect viticole. Donc c'est une coordination qu'il nous faut au niveau de l'Union européenne, mais c'est tout à fait le cas de ce que j'évoquais avec des cas concrets, des cas précis dont nous avons besoin pour faire évoluer tout ce qui est simplification. Donc moi, je suis tout à fait à vos côtés pour soutenir ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à simplifier, même si là, il faut qu'on pousse ça au niveau européen sur ce sujet. Concernant tout ce qui est rénovation... au niveau des logements et des artisans, je crois que j'ai, je dirais, apporté un point. Je rappelle que sur le label RGE, aujourd'hui, nous n'avons que 10% des entreprises du bâtiment qui sont labellisées. Hein, ça n'est pas beaucoup, mais c'est dire aussi qu'on a peut-être une déconnexion par rapport à ces labels qui... label qui est perçu par les entreprises que pour pouvoir répondre à certains marchés. Ça n'est pas perçu par les entreprises comme un dispositif d'amélioration et d'évolution des compétences. Voilà. Et là, il y a peut-être un petit point à améliorer avec les métiers de l'artisanat. En matière d'assurance, c'est vrai que nous avons une difficulté aujourd'hui au niveau d'un certain nombre d'entreprises à pouvoir s'assurer, notamment sur tous les champs qui concernent le développement durable, tout ce qui va vers les nouvelles matières. Je pense à tout ce qui concerne les panneaux photovoltaïques. Dès qu'on est sur tous ces nouveaux axes de transition écologique, avec une difficulté pour les compagnies d'assurance de mesurer les impacts, on a des difficultés en termes, je dirais, d'assurance, et je rencontre la Fédération française des assurances dans les jours qui viennent, et c'est un point qu'il nous faut aborder parce que ça devient un souci. C'est un point qui était déjà abordé en ce qui concerne les collectivités territoriales qui avaient quelquefois des difficultés pour s'assurer, et maintenant c'est vrai qu'on a ce point au niveau des entreprises, ou alors avec des coûts qui sont difficilement supportables, mais c'est vrai qu'il y a un sujet. Concernant le coût énergétique, donc l'attention à apporter, vous le soulignez, Monsieur le Président, également, avec un coût important, parce que cela demeure des coûts importants, des dépenses qui ont pris des proportions quelquefois en doublant, triplant, et c'est un sujet que nous devons aborder. Alors qu'on a une capacité française
de produire l'énergie la plus décarbonée et la moins chère donc, du monde. Il nous faut travailler sur tout ce qui est, je dirais, la loi de programmation de l'énergie et effectivement soutenir, avoir une énergie au moindre coût, parce que toutes nos entreprises sont concernées par le sujet, que ce soit les plus petites ou les plus grandes. Je ne peux que partager ce que vous avez évoqué. Le dernier point que vous avez évoqué, Monsieur le Président, c'est sur la transmission reprise d'entreprise, le pacte Dutreil. Je suis très attachée au pacte Dutreil. Il faut qu'on soit très vigilant, mais je n'ai pas d'inquiétude pour avoir abordé ça à la fois avec Amélie de Montchalin et Éric Lombard, parce que c'est un dispositif aujourd'hui qui permet d'organiser une transmission familiale. Et ces transmissions familiales, nous savons qu'elles participent à l'évolution de nos entreprises pour faire évoluer des PME en ETI, et il nous faut avoir des ETI, je dirais, encore plus, de manière plus importante. Par exemple, l'Allemagne en a beaucoup plus que nous. Je voudrais juste dire qu'il y a des députés qui ont déposé une proposition de loi établie de manière transversale, notamment des parlementaires qui ont été emmenés par Nicolas Forissier, avec un pacte Dutreil très long terme, voilà, pour s'engager sur un nombre d'années supérieur à ce qui existe aujourd'hui au niveau du pacte Dutreil, donc sur 10 ans, avec des conditions financières encore plus avantageuses. Ce sont des dispositions qui sont notamment soutenues par le METI. Et alors, dans tout ce qui concerne la transmission reprise d'entreprise, il n'y a pas que les aspects fiscaux. Derrière, je pense qu'on a aussi tout un sujet qui concerne à mieux préparer, mieux anticiper. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse avoir une cartographie de ces entreprises qui vont être à reprendre dans les 10 ans qui viennent, parce que ça n'est pas la même chose entre une petite entreprise et une grosse entreprise. Et ça serait intéressant de connaître les secteurs d'activité. Ça peut même être un message qu'on fait passer à nos jeunes en disant, ben voilà, il y aura tant de métiers qui vont être disponibles dans les années qui viennent. Et ça ne pourrait que être porteur. Et le deuxième point que je voudrais rajouter sur la transmission reprise d'entreprise, il faut probablement travailler également avec les écoles, tous les secteurs d'enseignement supérieur, parce qu'on parle beaucoup de création et pas suffisamment de reprise de transmission, et c'est tout un esprit derrière. Voilà. Donc il y a des aspects fiscaux, mais il y a également toute une démarche à avoir d'anticipation. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai été expert comptable, je le raconte souvent, quand un chef d'entreprise me disait qu'il voulait céder son entreprise, qu'il voulait arrêter pour des raisons diverses, je lui disais, mais oui, donc il faut le faire savoir. Et là, à chaque fois, on a plutôt une réticence parce qu'évidemment, il y a des craintes sur les réactions des clients, des fournisseurs, des salariés, mais il y a toute une démarche à engager de ce côté-là. Vous pouvez compter sur le Sénat et notamment la délégation. Les points que vous avez abordés sur la transmission, c'est exactement les points qui sortaient du rapport sur la transmission, à la fois sur l'importance d'en parler dès l'école et puis d'anticiper pour les chefs d'entreprise. Mais c'est vrai que non seulement un chef d'entreprise, quand on lui dit, il faudra le dire, tout de suite il se ferme, mais quand vous commencez à aborder un chef d'entreprise avant 60 ans pour lui dire, vous avez déjà réfléchi, là c'est pareil. Hein. Ouh là là, je suis encore jeune, parce qu'on a l'impression que quand on parle de transmission, on prend 20 ans d'un coup. Mais non. Deux prises de parole également, de questions. Sylvie Valente-Lehir et Gilbert Favreau. Merci Président, cher Olivier, Madame la Ministre, chère Véronique. Deux questions sur l'entreprise individuelle. C'est un rapport sur lequel une mission que j'ai commencé avec mon collègue Patrick Chauvet qui est parti au sein de notre délégation. Donc c'est en cours, hein, on est en train d'auditionner, mais bon, j'ai déjà deux petites questions quand même. Sur la loi de 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante qui a réformé le statut de l'entreprise individuelle, il a entendu mieux protéger le patrimoine des entrepreneurs individuels. Pourtant, la pratique démontre que la résidence principale peut être saisie pour apurer une dette envers des créanciers lorsqu'elle est utile à l'activité professionnelle et que la procédure collective porte sur l'ensemble des patrimoines. La résidence principale de l'entrepreneur individuel n'était-elle pas mieux protégée par les dispositions de la loi de 2015 ? C'est une question. Et puis l'autre petite question, c'est un entrepreneur individuel en arrêt maladie de longue durée avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective engagée par ses créanciers peut être considéré comme ayant cessé son activité. Ne faudrait-il pas préciser les conditions de cette cessation d'activité, notion qui reste floue ?
Concernant la fast fashion, on me posait la question, est-ce que j'ai une question? Non, pour le moment, je n'ai pas de question. Grâce à nos diverses rencontres, et je vous en remercie, votre aide ainsi que Madame Pannier-Runacher, nous avons enfin des dates et donc je suis très contente parce que c'est vrai que nous sommes attendus par nos entreprises françaises et donc j'aurai le plaisir de pouvoir de l'annoncer pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc c'est début juin dans l'hémicycle et le vote le 10 juin. Voilà. Merci. Gilbert. Avec le micro, Gilbert. Je vous remercie pour vos réponses qui sont claires, pragmatiques. Bon, vous n'avez pas toutes les solutions aux questions que vous posez, mais je suis convaincu que vous ferez votre possible pour que ces solutions soient conformes aux souhaits de ceux que nous rencontrons tous les jours. Deux points. Un point sur le petit photovoltaïsme qui est aujourd'hui touché par un décret récent qui réduit très sensiblement les avantages de s'engager sur ce mode de production d'énergie. Et puis le deuxième, un peu plus vaste, que vous avez évoqué rapidement tout à l'heure, c'est la loi de programmation énergétique et la polémique qui semble s'être installée aujourd'hui autour de cette loi, de ce projet de loi. Donc sur le petit photovoltaïque, il est vrai que les avantages qui étaient consentis à ceux qui mettaient en place des entreprises qui devaient se nourrir d'un certain nombre d'aides, aujourd'hui tombent de très haut. Les personnes que j'ai rencontrées ont évoqué un impact sur l'emploi qui pourrait être considérable. Donc, effectivement, on peut se poser des questions sur les conditions dans lesquelles cette mesure qui, pour l'État, est certainement une mesure nécessaire, a été prise. Sur la loi de programmation énergétique, c'est vrai que nous avons assisté récemment à une conférence de presse qui réunissait des éminences, mais qui a beaucoup surpris et qui met en cause le refus de l'État de laisser le Parlement s'emparer de ce dossier, puisque le Sénat a voté cette loi sous la forme d'une PPL que portait M. Grémillet il y a environ un an, et que nous attendions effectivement qu'il soit fixé devant l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été le cas, et arrivait la date à partir de laquelle l'État pouvait organiser et prendre cette loi, cette programmation sous forme de décret. Et donc, je note d'ailleurs, et c'est une remarque plus globale, qu'actuellement, la procédure réglementaire prime quelquefois de façon outrancière le pouvoir de l'Assemblée, du Parlement. Donc voilà, je voulais vous poser une question parce que c'est un sujet qui a fait l'objet sur le journal Le Point de cette semaine d'un très long commentaire et qui interpelle quand on sait que les enjeux sont considérables, puisqu'on termine l'article du Point par l'évocation d'un enjeu à 300 milliards d'euros. Voilà la question que je vous pose. Merci Gilbert. Madame la Ministre. Merci. Alors, deux points évoqués en premier lieu qui concernent les entreprises individuelles et la question du moment où on retient la cessation d'activité dans certains cas, notamment
en cas de cessation de paiement de procédure collective et d'arrêt maladie. Le premier point, donc sur l'entreprise individuelle, c'est vrai que c'est une vraie question de savoir si la résidence principale du chef d'entreprise, parce que c'est de ça dont nous parlons, était mieux protégée par les dispositions de la loi de 2015 que par celles de 2022. Dire que dans cette loi sur l'activité professionnelle indépendante, il avait été prévu dans son article 20 que le gouvernement remette un rapport sur l'évaluation finalement d'un dispositif. Et à la demande du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, le comité consultatif du secteur financier a établi un rapport qui a été publié il y a quelques jours, le 3 avril dernier, dont je vous communiquerai les liens, qui formule un certain nombre de constats. Voilà, et donc il y aura également les travaux dont vous parliez. Et dans les constats qui sont effectués par le comité consultatif du secteur financier, il y en a un qui, effectivement, porte sur la notion d'utilité qui est retenue au niveau de l'habitation principale pour définir les éléments qui relèvent du patrimoine professionnel et qui indique que cette notion d'utilité est perfectible en termes de sécurité juridique. Et finalement, c'est, je dirais, dans la question, c'est un petit peu la réponse que vous apportiez. Et donc, dans les observations, les propositions, il est indiqué qu'il y a des difficultés de mise en œuvre et que pour les résoudre, il faut apporter une clarification au plan normatif de ces modalités d'articulation et que ça, c'est indispensable. Voilà, donc je pense que le sujet, il est posé sur la table. Chacun constate qu'effectivement, il y a un problème d'interprétation et qu'il faut le définir. Et on attendra également les travaux que sont les vôtres pour éventuellement apporter une réponse. C'est vrai qu'on en est au tout début. Et vraiment, là, ce qui ressort des auditions, c'est qu'en réalité, 100% de ceux qui se retrouvent en procédure, 100% ne savaient pas en fait, quel était vraiment leur statut et ne savaient pas comment distinguer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Ça, c'est vrai que on s'aperçoit au fil des auditions que c'est un vrai manque d'information, peut-être de formation, voir de quelle manière on... Alors, je ne peux pas vous dire en l'état ce que l'on préconisera et puis on n'est pas arrivé au bout, mais je pense que déjà, vraiment, cette notion d'information, quand ils choisissent ce statut, ils ne connaissent pas vraiment, ils ne savent pas vraiment vers quoi ils vont. Alors, ça va me permettre de rebondir sur la deuxième question et finalement d'apporter une réponse qui pourra être un peu sur les deux où vous évoquiez, je dirais, la situation de la cessation d'activité et savoir quand est-ce qu'on retenait cette date de cessation d'activité qui a des conséquences après pour le chef d'entreprise, voilà, qui est retenu d'ailleurs comme notion de fait par la Cour de cassation avec une appréciation des juges du fond qui est importante parce que c'est cette date qui fait courir après un certain nombre de délais. Il apparaît également une nécessité de mieux juridiquement, en tout cas, apporter un point qui permet d'éclairer mieux. Et dans ce cadre, d'ailleurs, dans le projet de loi simplification de la vie des entreprises, le gouvernement porte un amendement d'habilitation pour permettre de légiférer sur le titre 6 pour tout ce qui concerne la faillite, justement à destination des entrepreneurs individuels et des TPE, PME, parce qu'il y a des pistes d'amélioration qui sont identifiées. Et donc l'idée, ce serait de pouvoir travailler pendant les 12 mois qui viennent pour apporter des réponses techniques et précises au point que vous évoquiez, à la fois sur l'activité professionnelle indépendante et pour le deuxième point que vous évoquiez. Voilà, donc le gouvernement s'est saisi de ça pour apporter une réponse. Et là, c'est dans le cadre de cette habilitation qui est soumise aux députés dans le cadre du projet de loi simplification de la vie économique.
Concernant 2 points à aborder qui concernent le petit photovoltaïque, j'avais d'ailleurs eu l'occasion de répondre à une question d'actualité au gouvernement au Sénat qui avait été posée, parce que c'est vrai qu'il y a un sujet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en quelques mois, en début 2025, les crédits budgétaires quasiment de l'année ont été utilisés, et qu'il était important d'apporter rapidement une réponse par rapport à ça. Et l'idée, ça a été effectivement de corriger les tarifs pour ne pas être engagés dans une dérive budgétaire par rapport à ce qui avait été retenu. Après, j'entends que pour les projets en cours, ça pose toujours des difficultés. Bon, il n'en demeure pas moins qu'il y aura un petit décalage entre les annonces et puis l'application. Voilà, mais l'idée, c'était de s'ajuster par rapport au crédit budgétaire. Deuxième point que vous abordez sur la loi de programmation et énergétique, le ministre Marc Ferracci, en charge de l'industrie et de l'énergie, s'est exprimé sur le sujet, puisque effectivement il a été entendu que les parlementaires voulaient, je dirais, partager, en tout cas débattre sur ce sujet, qui est un sujet important. Vous évoquiez un article dans Le Point que je n'ai pas lu, mais j'ai entendu en tout cas l'attention des parlementaires et ce souhait des parlementaires de pouvoir débattre de ce sujet de manière régulière. Et là, dans le cadre de cette loi de programmation de l'énergie, j'ai entendu également le président du Sénat qui s'est exprimé sur le sujet. Voilà, donc je sais que Marc Ferracci est très engagé là-dessus et qui suit ça avec beaucoup d'attention. Juste parce que je pense que ça n'a pas été évoqué, mais sur le petit photovoltaïque comme sur le problème de la TVA pour les micro-entreprises, dans ces deux cas, on ne semble pas envisager une période qui permettrait, si vous voulez, de faire le tampon entre la situation actuelle et la situation que vont connaître ces entreprises. Et je pense que là, c'est un point qu'il faut prendre en compte, parce que c'est une question de survie pour beaucoup de ces entreprises. Vous vouliez rajouter quelque chose, Madame la Ministre ? Non, je partage tout à fait. Et ça revient au point que nous évoquions il y a quelques instants sur un besoin de stabilité d'un certain nombre de mesures, où quand il y a des changements, effectivement, prévoir des périodes d'adaptabilité et de transition. Mais j'entends vos remarques qui sont tout à fait fondées et que je partage. Merci Madame la Ministre, merci chers collègues. Je pense qu'on a pu faire le tour d'un certain nombre de points. On n'a pas fait le tour de tous les points parce qu'il y en a tellement, mais on a au moins vu les plus importants. Vous pouvez compter sur l'implication totale de la délégation et de ses membres à vos côtés, Madame la Ministre, quand il s'agira d'accompagner nos entreprises et de faire en sorte qu'elles créent de la richesse. N'oublions pas que les entreprises créent la plus grande partie de la richesse dont notre pays a besoin pour mettre en place des politiques publiques. Et sans création de richesse par les entreprises, il est inutile de rêver à quelque politique publique ambitieuse que ce soit. Donc, vous nous trouverez toujours avec vous sur chaque dossier. Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter bon courage aussi, parce que je sais que vous allez retourner, je ne sais pas, ça reprend aujourd'hui sur la loi simplification. J'ai vu qu'il y avait 2 sujets qui étaient abordés avant, et puis après vous reprenez. Donc bon courage aux côtés du ministre Laurent Marcangeli et du président de la commission spéciale Yann Boucard. Et merci encore d'avoir pris le temps et de venir répondre aux questions des sénateurs de la délégation. Merci Madame la Ministre. Merci à vous.